session de stream dans ma chaîne ici. Donc, nous sommes maintenant live. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un peu un projet que j'avais depuis un certain temps qui était de faire du streaming pour cette chaîne. Et je m'étais dit que j'allais faire ça avant d'avoir 1000 abonnés. Et si on regarde sur notre chaîne ici, j'ai 993 abonnés. Donc sur ce, je suis très fier de vous et je suis content que nous soyons ensemble aujourd'hui. Alors j'ai essayé de trouver un sujet qui serait intéressant pour nous aujourd'hui. Et ce sujet sera sur les climats et le changement climatique qui fait partie d'un sujet important maintenant en 2021. Donc voyons voir les changements climatiques. Donc, j'enseigne au secondaire et j'aime toujours cette idée du tableau. Comme ça, on peut faire des petits dessins, on peut faire des exemples qui sont fantastiques. Alors, première question, c'est bien sûr, qu'est-ce que c'est les changements climatiques? Donc, les changements climatiques, c'est cette idée que sur notre planète, il y a une température qui est globale. Maintenant, si nous sommes dans un endroit, disons près de l'équateur, il fait très chaud, dure presque toute l'année. Si on se retrouve dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, dépendant du temps de l'année, il y a des moments où il fait plus chaud, d'autres il fait plus froid. Quelquefois, c'est la saison des pluies pour certains endroits, d'autres fois, c'est de la neige qui peut tomber. Et il y a des variations de saison. Maintenant, une des conséquences de cela, c'est que les températures fluctuent tout au long de l'année. Alors, quelle est cette idée de réchauffement climatique? C'est cette idée que si nous avons tout autour de notre planète des endroits, donc on a des stations météorologiques, on a des endroits, des aéroports où on prend des données sur les températures et les pressions, on a des centres de recherche, nous avons toutes sortes d'endroits où nous faisons la collecte de données. Maintenant, en faisant la collecte de données de façon globale, on remarque que si nous prenons toutes les températures à un moment donné et qu'on fait la moyenne de cette température autour de la planète, à un moment donné, on obtient un nombre. Et ce nombre, c'est une température moyenne de la planète à une date donnée. Maintenant, ce qui arrive, c'est que je sais, vous allez dire, oui, mais à un endroit, il fait très froid, d'autres fois, il fait très chaud. C'est vrai, il y a beaucoup de fluctuations. Et c'est pour ça qu'on utilise la moyenne des températures. Alors, lorsqu'on prend la moyenne de ces températures, même si quelquefois c'est froid à un endroit, c'est plus chaud, c'est plus sec, plus humide, lorsqu'on fait la moyenne, on remarque que cette moyenne augmente tranquillement. Les recherches qu'on a fait, on a dit, OK, si on prend par exemple un moment de l'histoire où les températures étaient assez stables, et ça c'était à peu près entre 1950 et 1980, donc on a pris une section de 30 ans, et on a dit, OK, si on fait la moyenne de ces températures, prenons cet exemple à un endroit où c'est notre ligne de base. Et à partir de cela, on a regardé, y a-t-il augmentation de température moyenne ou diminution? Donc, ça prend toujours un point de départ. Maintenant, plusieurs personnes comme audience, vous savez qu'il y a des conférences à chaque année, des conférences sur le climat pour essayer de voir ce qu'on peut faire globalement pour s'aider. Et ça fait partie un peu des sujets qu'on va parler un peu aujourd'hui et dans d'autres segments qu'on va faire ici ensemble. Alors, nous savons, avec notre discussion, qu'on a une température moyenne globale qui est faite et que celle-ci semble augmenter de fractions de degrés Celsius à chaque année. Donc, voyons voir si on peut regarder comment est-ce que la chaleur vient sur notre planète Terre. Voyons voir.
Donc, la première chose, est-ce que quelqu'un sait combien de personnes... Non. D'où vient la source de chaleur qui est sur notre petite planète? C'est une bonne question. Donc, voyons voir. J'ai pas de brun, donc on va dire que notre planète, elle est mauve comme cela. Nous avons un astre qui est notre étoile la plus près. Nous avons notre Soleil qui est à peu près en moyenne à 150 millions de kilomètres. Je sais que c'est une moyenne parce que quelquefois le Soleil est plus près, quelquefois le Soleil est plus éloigné. Maintenant, il y a de l'énergie qui vient de notre Soleil. Maintenant, autour de notre petite planète, il y a ce qu'on appelle une atmosphère. Donc ici, une atmosphère. Alors, il y a certaines choses qui arrivent ici. Premièrement, il y a à peu près 30% de la température du Soleil ou de l'énergie du Soleil qui est réfléchie dans l'espace, soit par cause d'un angle de réflexion, soit qu'il y a des nuages dans l'atmosphère. Ce sont tous des raisons pourquoi qu'une certaine quantité de l'énergie va quitter. Maintenant, que se passe-t-il maintenant dans l'atmosphère? Donc maintenant, on va faire un gros plan. Donc ce que je vais faire, c'est que si nous prenons, voyons voir, nous prenons cette région-ci, ce que je vais faire un grossissement pour voir ce que nous avons. Donc, voyons voir, nous avions la planète Terre, et nous avons notre atmosphère ici. Maintenant, je parle ici de l'énergie qui vient de notre étoile qui est le Soleil, parce que c'est l'énergie la plus importante qui nous arrive ici. Maintenant, il faut considérer qu'à l'intérieur de notre planète ici, je sais qu'il y a une certaine température, et certaines températures ici peut faire quelquefois qu'il y a des volcans. Donc ici, et les volcans peuvent affecter les changements climatiques et je vais expliquer comment est-ce que ceci peut être possible. Alors nous avons notre Soleil, une trentaine de pourcents va à l'extérieur ici. Il y a maintenant une certaine quantité d'énergie qui entre dans notre atmosphère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ici, il y a des molécules dans notre atmosphère et ces molécules vont être agitées ici et là. Ils vont avec la température, ils vont vibrer plus rapidement. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons de l'énergie qui est dissipée dans l'atmosphère. Et il y a à peu près 20% de cette énergie qui est inclue. Ça fluctue dépendant s'il y a plus ou moins de nuages, s'il y a plus ou moins d'humidité, parce que l'eau a une certaine propriété d'absorber, bien sûr, l'énergie. Et bien sûr, il y a une certaine quantité ici de cette énergie qui va entrer ici dans les océans. Il va aussi rentrer dans l'hydrosphère. Et l'idée, c'est que nous avons une certaine quantité qui est absorbée par notre petite planète et est conservée. Et l'eau, ce qui est intéressant, c'est que l'eau a une capacité d'absorber cette chaleur assez facilement. Alors, voyons voir, il y a à peu près une cinquantaine de pourcents d'énergie qui est ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut penser que cette énergie du Soleil, lorsqu'elle entre dans l'atmosphère, il y a aussi une certaine quantité qui est réfléchie à la surface et une certaine quantité qui est
qui retourne dans l'espace. Et ça, c'est normal. Un peu de la même façon que l'énergie est réfléchie dans l'espace, une certaine quantité va quitter. Donc, cela baisse bien sûr la quantité d'énergie qui reste autour de notre planète. La difficulté qui arrive quelquefois, c'est que quelquefois, cette énergie est bloquée et au lieu d'aller dans l'espace, celle-ci va rester ici dans l'atmosphère. Maintenant, moi, je reste au Canada et je sais que durant l'hiver, si des fois il fait comme moins 15 degrés Celsius à l'extérieur et nous avons une nuit où il y a des nuages, habituellement les températures restent similaires, moins 15, moins 16 degrés, et le lendemain, on se retrouve avec une température qui a peut-être baissé un peu, moins 17, moins 18, mais qui va se réchauffer assez facilement lorsque le soleil se lève. Par contre, je sais que quelquefois, s'il fait moins 10, moins 15 degrés et qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, ça c'est une autre paire de manches. Parce que durant l'hiver, lorsqu'il y a de la neige réfléchit la chaleur et que s'il n'y a aucun nuage, une grande partie de cette chaleur va quitter. Et ça arrive quelquefois que s'il fait moins 10, moins 15 degrés durant le jour, on se retrouve durant la nuit à baisser la température à moins 15, moins 20, des fois moins 25. Et ça prend du temps, et ça prend quelques jours pour le soleil de réchauffer l'atmosphère. Encore, on a besoin des vents. Et la raison, c'est que les nuages, l'hiver, conservent une certaine chaleur durant la nuit. Et ça nous aide bien sûr. Une nuit sans nuages durant l'hiver crée des nuits qui sont très, très froides. OK. Alors, on a une certaine quantité d'énergie qui entre ici, certains est absorbé sur la Terre. Donc, il y a bien sûr par conduction, les roches, les sols vont absorber de la chaleur. Mais l'eau ici est un endroit où il y a une très grande quantité de chaleur qui est absorbée. Donc, voyons voir ce que nous pouvons faire maintenant. Nous avons ici, voyons voir. Voyons voir quelle serait la prochaine étape. Donc, je n'ai pas de questions ici dans le chat. Donc, je ne sais pas si les personnes qui sont ici peuvent voir qu'on peut ajouter des commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, la question, c'est ici, OK. Qu'est-ce qui fait dans ce système de transfert de chaleur que notre petite planète semble avoir une augmentation de sa température moyenne? Et ça, c'est une bonne question. Alors, voyons voir. Nous allons faire un autre dessin, tiens. Je ne suis pas très bon en art, mais lorsqu'on a ici des dessins à caractère scientifique, c'est toujours plus facile pour moi. Donc, voyons voir. Le orange est plus difficile à effacer. OK. Donc, voyons voir si on peut faire un... Alors ici, nous avons la Terre, comme ceci. Nous avons notre atmosphère ici. Et nous avons notre Soleil qui est comme ça. OK. Alors, voyons voir. Nous savons, donc, un petit retour. Je sais que ce sont des notions que je vais dire souvent, mais une fois qu'on comprend les concepts, ça nous permet d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe vraiment. Nous avons vu qu'il y a certaines quantités d'énergie qui va quitter, qu'il y a une certaine quantité d'énergie qui va être dissipée dans l'atmosphère, donc une grande quantité, alors à peu près 30% ici, 20% ici, et une certaine quantité de l'énergie sera absorbée par le sol. Alors voyons voir comment est-ce que cette énergie est transportée. Donc ici,
On essaie de bâtir son vocabulaire, bien sûr. Ici, ce qu'on a comme transfert de chaleur, on appelle ça la radiation. Donc la radiation ici, qu'est-ce que c'est? On a des ondes électromagnétiques qui transportent de l'énergie, de la chaleur vers notre petite planète. Ici, on se retrouve dans l'atmosphère et l'énergie est dissipée surtout je vais dire, de deux façons importantes. Il y a ce qu'on appelle la convection. Et la convection ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque on arrive et qu'on a de l'énergie qui fait réchauffer l'atmosphère, nous avons l'air chaud qui a tendance à monter vers le haut et on a l'air froid qui va tendance à descendre vers le bas. Et ça fait ce qu'on appelle les vents. Donc peut-être s'il y a des personnes intéressées, je ferai une petite discussion sur comment est-ce que le vent est créé. C'est des notions de météorologie et c'est fantastique. Alors voyons voir. Nous avons la convection qui est ici et il y a aussi un autre qui s'appelle la conduction. La conduction comme ceci. La conduction, qu'est-ce que c'est? C'est que si on a une molécule qui absorbe de l'énergie, cette énergie va faire vibrer les molécules et cela va affecter les molécules de d'autres qui sont à côté de ceux-ci. Un exemple qui fonctionne toujours très bien, c'est sur le sol. Donc ici, nous avons par exemple des petites roches ici. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons l'énergie qui fait réchauffer certaines particules à la surface et celle-ci va entrer dans le sol. Maintenant, l'énergie qui entre réchauffe notre petite planète et je rappelle que d'une certaine façon, il y a une certaine quantité d'énergie qui vient aussi du centre de notre planète. Mais je vais me concentrer aujourd'hui avec l'énergie qui est absorbée par notre Soleil. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu cela? Par exemple, vous savez, si on va à la plage, par exemple, on va à un endroit où il y a beaucoup de sable, s'il fait soleil et on met nos pieds dans le sable, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est très très chaud pour nos pieds. Par contre, si on fait on enlève le sable de la surface et on descend un petit peu, on remarque que plus on descend, moins c'est chaud. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la conduction fonctionne. Par contre, c'est un petit peu plus lent. Alors, durant la journée, il y a absorption de l'énergie par conduction. Et lorsque c'est la nuit et le soleil quitte, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a une certaine quantité d'énergie qui va ressortir du sol. Maintenant, il faut garder en tête aussi que le soleil durant la journée qui frappe ici, lorsque ça réchauffe le sol, il y a toujours une certaine quantité de chaleur qui existe ici et cela crée le miroitement et les mirages dans les déserts ou sur les surfaces chaudes. Mais ça, ce sera une autre leçon pour nous dans le futur. Ok, on est rendu ici, ça et ça. Ok. Parfait. Maintenant, j'ai parlé ici de l'atmosphère comme étant un gaz qui a de la convection et de la conduction. J'ai parlé qu'il y avait de la conduction ici dans le sol, mais il y a aussi de la convection dans ce qu'on appelle les cours d'eau et les lacs et les océans. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui arrive ici dans les océans? Maintenant, ça c'est une généralisation parce que les océans c'est très complexe, il y a des niveaux de température, mais voyons voir si on peut regarder à la base qu'est-ce que c'est. Alors, voyons voir ici, j'ai le clavardage est déconnecté.
voyons voir, pendant que nous tentons de vous reconnecter. OK. Impossible de se connecter au clavardage, veuillez réessayer plus tard. Donc, ceux qui ont essayé le clavardage et ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça. OK. Nous avons ici le soleil et lorsque nous avons l'énergie du soleil qui arrive sur l'eau, certaines choses arrivent. Premièrement, ces rayons du soleil entrent un petit peu dans cet endroit où il y a de l'eau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si nous avons de l'eau qui réchauffe, l'eau est un matériel qui bouge facilement. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que, comme nous avions ici dans la convection, nous avons des endroits où il peut y avoir de l'eau chaude qui va monter, comme ceci. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'eau qui est un petit peu plus froide va descendre comme cela. Et donc, la conséquence de ceci, voyons voir si on peut changer de couleur, c'est qu'il y a des courants qu'on appelle des courants marins. Courants marins, comme ceci. Et on a ici, bien sûr, des courants atmosphériques ici. Courants atmosphériques. Très bien. Maintenant, lorsque ceci se passe, on peut voir qu'à la surface, on se retrouve avec une température assez constante. Et lorsqu'on descend, on se retrouve avec des niveaux où la température est assez constante. Mais plus le soleil est fort, plus les océans peuvent absorber de l'énergie de notre soleil. Alors, ça c'est comment est-ce que l'énergie arrive. Mais je n'ai toujours pas expliqué pourquoi est-ce que notre petite planète se réchauffe tranquillement. Alors ici, il faut réfléchir un petit peu. L'énergie du soleil varie, mais de façon très négligeable. Nous avons ici une certaine quantité d'énergie qui quitte. Quelquefois, durant la nuit, il peut y avoir un petit peu d'énergie qui va quitter notre atmosphère. Ça peut arriver. Nous avons de l'énergie dans l'atmosphère, dans les océans, les lacs et les rivières et dans le sol. Alors, comment se fait-il que la chaleur augmente en moyenne? Ça veut dire que la source ne change pas. Ça veut dire qu'à quelque part ici, quelque chose se passe pour que la chaleur augmente. Alors, voyons voir, quelles sont les variables ou qu'est-ce qui peuvent contrôler cette énergie qui reste sur notre petite planète. Alors, il y a certaines choses à considérer. Premièrement, on a le soleil ici qui arrive, une certaine quantité quitte. Ça veut dire qu'à quelque part, il peut y avoir une barrière qui fait que notre énergie ne quitte pas, comme ici, mais reste vers le sol. Ça, c'est possible. Ça peut être ici que on a des températures de plus en plus chaudes et ça va de plus en plus profond. Ça peut. Mais moi, je trouve que c'est probablement assez négligeable. Par contre, s'il y a, disons, de l'énergie qui arrive, l'océan ici peut avoir un grand potentiel d'absorber et de garder la température. Donc, d'une certaine façon, voilà. Alors ici, on a deux choses à considérer. Soit que les radiations ne quittent plus la planète, donc reste ici. Donc, si il y a des personnes qui aiment avoir une couverture sur eux la nuit pour bien dormir, la couverture garde la chaleur. Donc ça, c'est possible ici. Il se peut que les océans ici, lorsqu'ils absorbent un peu de chaleur, mais s'il y a de plus en plus de chaleur qui reste dans l'atmosphère, ça veut dire que les océans peuvent absorber de plus en plus d'énergie, comme cela. OK.
Alors ici, on a les deux grandes variables à considérer. Pour faire les changements climatiques, il y a premièrement un des grands points, le réchauffement. Est-ce qu'on peut voir le mot ici? Oui. Le réchauffement des océans. Parce que si les océans absorbent de plus en plus de chaleur, durant la nuit, ils peuvent redonner cette chaleur. Mais ici, il y a un échange facile. Par contre, dans l'océan, à cause des cellules de convection, vous vous rappelez cette façon ici de transfert de chaleur? Ce qui arrive, c'est que l'ensemble des océans peuvent augmenter de température. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une température qui devient de plus important de ce côté-là. OK. La composition de l'eau change, mais pas vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est un des grands facteurs? Et c'est pour ça que dans ma classe, je parle souvent. Qu'est-ce qui se passe ici qui fait que l'énergie, la chaleur du soleil reste dans l'atmosphère? Et ça, c'est ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. On peut utiliser trois mots, trois lettres, G, E, S, comme cela. Alors, les gaz à effet de serre semblent être un facteur qui existe. Les gaz à effet de serre fait comme une couverture, l'énergie est absorbée par la planète et va rester ici, ce qui fait que la température augmente. OK. Ceci étant dit, c'est OK. D'où viennent ces gaz à effet de serre? Donc, dans l'audience ici, est-ce que vous avez déjà pensé d'où viennent les gaz à effet de serre? Alors, voyons voir. Lorsqu'on parle de gaz à effet de serre qui retiennent l'énergie, premièrement, on dit que c'est un gaz parce que c'est dans l'atmosphère et l'atmosphère est fait presque exclusivement de gaz, sauf peut-être des petites gouttelettes d'eau lorsqu'il y a des nuages dans le ciel. OK. Ces gaz à effet de serre, voyons voir d'où ils viennent. Alors moi, voyons voir, je vais enlever ceci, je vais enlever cela, comme ceci. OK. Alors, voyons voir. Nous savons que certains gaz à effet de serre peuvent venir des volcans. Des volcans comme ceci. Maintenant, ça fait des milliards d'années qu'il y a des volcans sur notre planète. Ça fait des milliards d'années qu'il y a une certaine quantité de CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Et ça, le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre. OK. Donc, si les volcans existent depuis des milliards d'années et qu'ils envoient du CO2, mais on remarque depuis une centaine d'années ou 125 ans que quelque chose arrive, il doit y avoir un autre facteur. Quelqu'un pourrait dire, OK, il y a aussi des arbres. Donc, quelquefois, il y a des feux de forêt, comme ceci. Donc, ça, théoriquement, ce sont des arbres. Il peut y avoir des feux de forêt. Et les feux de forêt vont envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est possible aussi. OK. Maintenant, la question, c'est est-ce que le CO2 est le seul gaz à effet de serre qui est fait naturellement? Pas du tout. Un autre gaz à effet de serre peut être, bien sûr, l'eau. L'eau
peut être un gaz à effet de serre. Alors, lorsqu'il y a évaporation de l'eau et il y a la création de nuages, ces nuages sont faits de molécules d'eau qui absorbent beaucoup d'énergie. Alors ça, c'est fantastique. OK. On a de l'eau et du CO2. Quelquefois, alors voyons voir, disons que, alors nous ici, en Ontario, au Canada, on a ce qu'on appelle des programmes de compostage. Lorsqu'on a des aliments, par exemple, qu'on n'a pas besoin ou qui sont périmés ou des restes de table, lorsqu'on ne les utilise plus, on les met dans les boîtes de compostage. Il fait très chaud l'été et on rouvre, on peut sentir que il y a la décomposition et il y a cette odeur qui est là, une odeur de pourri par exemple. C'est une quantité de méthane qui est là. Il y a, créé par les sols, la décomposition des matières organiques. Il y a ce qu'on appelle du méthane. Et le méthane, c'est CH4 comme cela. OK. Alors, il y a des gaz naturels qui existent. La question, c'est OK. Est-ce que ces gaz peuvent causer le réchauffement planétaire? Alors, ça, c'est une excellente question. Alors, je sais que c'est une grande histoire, mais ça explique un peu qu'est-ce qui se passe ici. Voyons voir. Alors, est-ce qu'il y a un espace ici sur mon dessin? Quelque chose qu'on a remarqué, c'est que, dites-vous que la création de nuages dans le ciel et, bien sûr, le cycle de l'eau, ça existe depuis des milliards d'années. La décomposition de matière organique se fait depuis des milliards d'années. La création de CO2 ici se fait depuis des milliards d'années. Alors la question, c'est comment est-ce que cette idée de réchauffement climatique existe? Alors voyons voir. Si on fait un graphique, donc moi je vais faire un tableau ici, comme cela. On a remarqué avec le temps, est-ce qu'on peut voir ça? Parfait. On a remarqué avec le temps que le CO2 a une augmentation assez rapide depuis un certain temps. Et il semble que ce soit différent de ce qui a été fait depuis très très longtemps. Donc, quelque chose est arrivé parce qu'on a beaucoup plus de ceux-ci. OK. Quelque chose qu'on a remarqué, c'est que il y a aussi les températures que nous savons augmentent aussi. Donc, à quelque part, c'est pour ça qu'on parle souvent de s'il y a du dioxyde de carbone de plus dans l'atmosphère, c'est ça la cause des changements climatiques. Mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et la question, c'est, OK, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Alors, si on regarde ici dans le passé, il y a une augmentation qui a commencé vers les années 1880. Et cette idée, c'est que ça, c'est le début de l'ère industrielle. Qu'est-ce que c'est l'ère industrielle? L'ère industrielle, c'est le temps où les humains ont décidé de prendre des combustibles fossiles pour créer de l'énergie pour les êtres humains. Donc, au lieu que les humains fassent le travail avec leurs bras, leur corps, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a utilisé des machines. Mais ces machines utilisent du charbon, du pétrole. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y a une création de gaz ici qui est le dioxyde du carbone. Alors, voyons voir. On a remarqué que ici, on a ici j'ai déjà oublié, excusez. On a ici la révolution industrielle qui a fait augmenter le CO2. On a la température qui a augmenté. Mais une autre chose aussi qui a augmenté, comme ceci, c'est la population humaine.
Ça veut dire que depuis une centaine d'années, 125, 130 ans, on a ici des informations qui semblent tous dire la même chose. Depuis la révolution industrielle, il y a une augmentation de la quantité de CO2. Il semble, et on a vu que les populations d'humains sur la planète Terre a augmenté beaucoup. Et une chose intéressante, la température a augmenté beaucoup. Et c'est pour ça que les humains disent que la raison pourquoi il y a des changements climatiques, c'est à cause du fait qu'il y a une augmentation du CO2 et donc c'est la faute des humains. Pourquoi? Quelle est la seule espèce ou le facteur qui affecte la quantité de CO2? C'est pas les volcans, c'est pas les feux de forêt, c'est cette idée qu'il y a plus d'humains qui utilisent plus de produits qui viennent de combustibles fossiles. Voilà. OK. Alors, ça ici, c'est intéressant. Donc, on sait que le CO2 est un problème et probablement avec l'eau, cette idée qu'il y a une absorption et l'énergie reste ici. Maintenant, il y a certains facteurs à considérer. Les humains, il y en a de plus en plus et nous avons besoin d'infrastructures. Donc ça veut dire que si nous avons besoin d'infrastructures, comme ceci, nous allons couper les arbres. Nous coupons les forêts de façon à ce que nous puissions avoir soit des combustibles, qui est le bois, ou des matériaux pour faire des maisons ou d'autres structures. Parce que n'oubliez pas que nous avons la photosynthèse. Et voyons voir, on va le faire en vert parce que la photosynthèse se passe dans les plantes. C'est qu'il y a de l'eau plus CO2 qui donne une plus grosse molécule plus de l'oxygène. Maintenant, vous allez dire, oh monsieur, il y a tellement d'informations sur ce graphique, et ça je comprends. Alors ma suggestion, c'est vous pouvez toujours ralentir la vidéo, vous pouvez toujours le regarder 2 ou 3 fois, et vous allez comprendre l'ensemble de l'histoire. La photosynthèse dans les plantes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève du CO2. Elle enlève du CO2 dans la photosynthèse et ça nous donne de l'oxygène. Et nous utilisons l'oxygène. Alors, voyons voir. Nous avons une augmentation de CO2 à cause qu'on utilise des combustibles fossiles. Il y a de plus en plus d'humains, mais les humains ont besoin de ressources, donc on va couper de plus en plus d'arbres. Mais une des conséquences d'éliminer la végétation, c'est qu'on enlève un mécanisme naturel d'enlever le CO2 dans l'atmosphère. Et donc, on a une augmentation encore plus grande du CO2, ce qui fait qu'il semble possiblement avoir la connexion avec cette augmentation de température dans l'atmosphère. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, il me reste une chose à mentionner, probablement 2, et après ça, ce sera la fin de notre vidéo. Nous avons, voyons voir, ça fait à peu près 40 minutes qu'on discute, voilà. Donc j'espère avoir terminé dans 5 ou 10 minutes. Alors voyons voir. Une chose que l'on remarque, c'est la chose suivante. Si les températures augmentent, ça veut dire qu'il y a aussi certains endroits où il y a de la glace. Par exemple, les marécages dans l'hémisphère nord. Dans le nord, il y a tous ces grands marécages, ces endroits où il y a la toundra, où tout est gelé. Mais dans la toundra, à l'intérieur de ces sols, il y a ce qu'on a beaucoup de matériel organique qui est en décomposition. Alors la difficulté, c'est que si la température augmente, je vais faire ça en rouge. Si la température augmente ici, nous avons ici une augmentation
du méthane qui est conservé dans les sols qui va dans l'atmosphère. Vous allez dire, OK, est-ce que le méthane est un grand problème? Lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, comme ceci, il y a un effet ou un potentiel de réchauffement. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le potentiel d'absorber de la chaleur par le méthane, CH4, c'est à peu près égal à 25 fois ce que le CO2 peut garder. Alors ça, c'est un concept qui est important. L'idée, c'est que, oui, le CO2 est un problème, mais le méthane est un problème qui est 25 fois plus important. Alors ça cause des problèmes parce que plus la température augmente, plus les températures des sols augmentent, plus il y a de méthane qui va dans l'atmosphère. Plus il y a de méthane, plus rapidement encore, il y a cette couche qui conserve l'énergie. Donc on a un cercle vicieux ici. Et en plus, dans le sol des océans, il y a aussi une certaine quantité de méthane, et si la température des océans augmente trop, ce méthane peut retourner dans l'atmosphère. Alors c'est pour ça que les scientifiques disent, OK, il faut essayer de penser ici. Il faut minimiser la quantité de CO2 produite. Ça, c'est important. Parce qu'on veut empêcher cette source de méthane naturelle qui est conservée par la nature, parce que les températures sont plus froides. On ne veut pas que ce méthane se retrouve dans l'atmosphère comme ceci. Et ça, c'est important. Maintenant, une autre chose qui arrive, on a parlé des populations humaines, et bien sûr, nos cerveaux sont fantastiques. Les humains, on s'adapte sur toutes sortes de choses. Ça veut dire qu'on crée des produits chimiques pour nous aider. Et il y a certains gaz que les humains ont créés qui se retrouvent dans l'atmosphère. Donc, je vais les appeler des CFC. C'est une façon de pouvoir les résumer. C'est les chlorofluorocarbures. Ce sont un regroupement de grandes molécules qu'on utilisait dans le passé et on a minimisé de beaucoup ces gaz. On a même interdit ces gaz. Et ça, c'est important parce que le potentiel de réchauffement de ces molécules ici pouvait être plusieurs milliers de fois plus important que le CO2. Donc l'idée, c'est que les humains ont dit, OK, on a trouvé des façons pour minimiser l'utilisation des CFC, malgré le fait que je sais qu'ils sont encore utilisés en 2021. Un autre aspect qui est intéressant, c'est NXOY. D'autres molécules qui sont utilisées dans l'agriculture, par exemple, ce sont les engrais chimiques. On a les protoxydes d'azote. Les protoxydes d'azote font partie du cycle de l'azote. Et ceux-ci, qu'ils entrent dans l'atmosphère, ont aussi un potentiel de plusieurs dizaines de fois le potentiel de réchauffement du CO2. Alors voyons voir. Nous savons que notre planète augmente de température selon nos données sur la planète. Et si on regarde quels sont les facteurs, il semble qu'il y ait une augmentation de la population humaine, de l'utilisation du CO2, et plus il y a des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il y a de l'évaporation, il y a de l'eau, et c'est un cercle vicieux. Et on se dit, oui, mais où est-ce que ça peut aller? Et c'est pour ça que les humains disent, on ne veut pas que la température moyenne augmente plus que 1,5, d'autres personnes disent 2 degrés, par rapport à ce que nous avions dans les années 80. OK. Est-ce que c'est possible? Moi, je dis que oui. Ça dépend bien sûr ce que vous et moi, nous pouvons réfléchir comme façon de contrer certains aspects ici.
Alors, durant le temps de COVID, j'utilise moins ma voiture. Durant l'été, j'essaie d'utiliser moins d'air climatisé, donc moins j'utilise d'énergie, moins il y a de création de gaz à effet de serre. Mais bien sûr, on a besoin d'expérience, on a besoin de nouveaux mécanismes pour essayer de diminuer le CO2, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire. Mais la question, c'est comment faire pour enlever ce qu'il y a comme méthane dans l'atmosphère. L'enlever, c'est difficile, donc on essaie de trouver un moyen pour l'empêcher de partir à la source. Est-ce que c'est un problème qui est facile? Pas du tout. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions? Moi, je pense que oui, parce que les humains ont un cerveau fantastique. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt à créer ce qui est nécessaire pour sauver notre planète, sachant qu'il n'y a peut-être personne qui veut payer pour cela. Parce que notre Terre, on a plein de situations, des endroits où on a des conflits, des endroits où on a besoin d'eau, des endroits où on a besoin de nourriture. Et donc, ça prend des personnes qui désirent faire des changements. En tout cas, si vous avez des idées intéressantes pour essayer de minimiser la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si vous avez des questions par rapport à ce grand tableau, et je conseille de reculer un peu en arrière pour comprendre tout ce que j'ai mis ici, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez des questions, à savoir ce que vous voudriez que j'inclue dans ma prochaine session de questions-réponses, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je suis en train de penser quel serait le meilleur temps pour faire ces types d'activités. S'il y a des personnes qui ont des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Moi ici, c'est samedi, le 12 juin, et j'ai fait ceci entre 5h et 6h le soir ici. Je vais voir si je peux le faire plus tôt. J'avais plein de choses à faire aujourd'hui, donc je ne pouvais pas le faire avant. Sur ce, ça m'a fait plaisir de partager des notions scientifiques avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, au revoir à tous et on se voit la prochaine fois. Au revoir.